C'est une opération de charme que lance le gouvernement burkinabé en direction des investisseurs invités à profiter des opportunités d'affaires qu'offre le projet Bagré Pôle. Une conférence des investisseurs du pôle de croissance s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Objectif, convaincre les hommes d'affaires d'ici et d'ailleurs à mettre de l'argent sur les riches terres aménagées de Bagré. Le gouvernement répond aux questions d'actualité. La démission de l'ambassadeur professeur Joseph Paré, le sort des sociétés incriminées dans le rapport de l'autorité supérieure du contrôle d'État et ce débat qui est relancé sur les organismes génétiquement modifiés avec cette étude de chercheurs français qui révèle les effets néfastes de ces produits sur les rats. Et puis les députés CDP se préparent sur les dossiers de la prochaine rentrée parlementaire. La loi des finances sera le plat de résistance de cette session dite budgétaire. Une rencontre avec le ministre de l'économie et des finances est annoncée pour mieux comprendre les choix budgétaires qui sont proposés cette année. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux informations. Tout d'abord, le président du Faso qui vient de regagner Ouagadougou après 72 heures passées dans l'Hexagone. L'agenda du président du Faso a été particulièrement chargé. Au micro de nos envoyés spéciaux Charles Baba Gomina et Amadou Aristide Ouedraogo, le président du Faso fait le bilan de son voyage. Nous sommes venus avec le président Hollande pour nous entendre dire cela, à savoir que les relations sont excellentes au plan de nos rapports d'État à État, qu'au niveau des contacts directs entre les populations, à travers une forte coopération décentralisée, jumelage coopération. D'autre part, la France, bien sûr, a réaffirmé sa disponibilité à continuer à nous accompagner dans les divers projets de développement qui touchent à la fois des secteurs aussi sensibles que l'eau, l'assainissement, l'électricité. Mais je dois tout simplement dire qu'à ce niveau, je crois que le président Hollande a dit toute sa détermination de renforcer cette coopération. C'est aussi souligner que, par ailleurs, la France est très sensible aussi à la stabilité de la région et, bien sûr, tout en espérant que les Ouest-Africains prennent de grandes responsabilités pour faire face aux défis du moment. Elle se dit aussi prête à nous accompagner, être disponible pour s'engager avec nous dans la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Le président de la CEDEAO, le président Ouattara, a fait une lettre au président Ndiankunda pour avoir des précisions et aussi reposer un certain nombre de questions qui attendent des réponses afin d'améliorer la coopération qui doit s'instaurer entre la CEDEAO et le Mali, afin de donner le maximum de chance à l'entreprise de rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali. Et j'espère qu'après les échanges que nous avons eus avec le Premier ministre, je pense que nous pouvons évoluer dans les jours à venir. La CEDEAO, en engageant des troupes au Mali, a un certain nombre de besoins de conditionnalité qu'elle pose nécessairement, et le Mali doit gérer ces questions, ces conditionnalités aussi dans le contexte politique, psychologique aussi des populations maliennes. Et tout cela fait qu'il faut continuer de travailler pour arriver vraiment à harmoniser les points de vue sur la manière d'opérer. La France aussi a des règles pour lesquelles les Burkinabés, comme les autres citoyens du pays, doivent se conformer. Cela, je pense que c'est dans l'intérêt de la sécurité en France, mais de leur sécurité aussi ici. Mais lorsque vous observez ce que nous avons eu sur cette question, vous remarquerez qu'il y a d'abord, qui est intéressant, c'est les limites aussi en chiffres de ceux qui, aujourd'hui, dans la France, ont encore des difficultés. Et ça, c'est une question à noter. Mais aussi savoir que nous avons un mécanisme de dialogue avec la France sur ces questions.
certainement que ce n'est pas avec tous les pays. Donc cela montre aussi le niveau élevé de la qualité de nos rapports avec ce pays. Mais aussi, nous avons constaté que le secteur privé français est très actif au Burkina Faso. J'ai eu effectivement plaisir à rencontrer une représentation d'Alcatel qui est très intéressée à construire avec nous un partenariat dans le domaine, bien sûr, de l'informatisation, du renforcement de notre système de télécommunication à travers la construction d'un backbone pour l'ensemble du pays, avec des possibilités d'ouverture sur les autres pays pour faire des zones du Burkina une zone de transit. Discuter aussi avec, bien sûr, les autres intervenants dans notre pays, que ce soit le secteur des transports, bien sûr, dans des domaines divers. Ouais. Mais il y a un intérêt, je pense, plus grand des Français pour être avec nous dans la construction d'une activité économique plus forte et plus grande. Aujourd'hui, les conditions de gestion de notre économie nous permettent d'aller vers des prêts bientôt avec l'AFD, ce qui n'était pas le cas avant, avec des dons. Donc ça montre bien qu'il y a encore des possibilités. Ce sont des prêts, ça montre que ce pays peut encore apporter plus à notre économie. Donc je pense que la France sur ce terrain sait aussi que en nous aidant à nous développer, c'est aussi développer des entreprises françaises. Oui, c'est ça, qui vont produire plus, qui vont gagner plus. Donc ça revient aussi pour conforter l'économie française. Donc je pense qu'on a tous deux intérêt à maintenir cet état de relation. Investir à Bagré, premier pôle de croissance du Burkina. Depuis ce matin, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, tente de convaincre les opérateurs locaux ainsi que les hommes et femmes d'affaires venus du monde entier de placer leurs capitaux dans la terre, à Bagré notamment, qui offre de réelles opportunités d'affaires. Avec la conférence des investisseurs qui s'est ouverte ce matin, le gouvernement se met à l'écoute des potentiels investisseurs pour mieux cerner leurs attentes afin d'apporter des réponses adaptées à leurs besoins. Reportage Drissa Siri. Après avoir visité le site de Bagré Pôle, c'est en nombre que les investisseurs nationaux et internationaux sont venus prendre part à cette première conférence des investisseurs du pôle de croissance de Bagré. Un forum capital pour le gouvernement qui veut faire la région de Bagré une vitrine de l'agro-industrie au Burkina. L'objectif de la conférence des investisseurs est de permettre surtout au gouvernement de mieux cerner les attentes des opérateurs privés et jeter les bases d'un partenariat fructueux et durable. Avec l'appui de la Banque mondiale, l'État a mobilisé près de 67 milliards de francs CFA pour valoriser l'important potentiel agro-silvo-pastoral de la zone. Les investisseurs sont appelés à profiter des opportunités offertes par le projet futuriste. De plus en plus, vous constatez que les gens n'ont plus tellement confiance au marché financier. Ils veulent investir sur du réel, du concret. Et Bagré leur donne cette opportunité. D'abord, l'environnement. Nous avons un environnement qui est stable politiquement. Nous avons un environnement qui a une stabilité au niveau macroéconomique. Nous avons des avantages que nous avons pu mettre en place pour l'environnement des affaires. Et surtout, Bagré présente déjà pas mal de prérequis. Engagé sur la voie de l'émergence économique, le gouvernement a choisi de promouvoir les pôles de croissance comme facteur de développement du pays. Plus de 30 000 hectares de terres aménageables et sécurisées, le plus grand barrage hydro-agricole, 100 milliards de francs CFA investis dans les infrastructures, les investisseurs se montrent séduits par le potentiel de développement en perspective. So my goal is to provide advice to this institution and Taiwan ICDF. Notre objectif est de fournir des conseils aux institutions taïwanaises et de les éclairer sur les perspectives d'investissement de Bagré. On a été impressionné par la capacité de détention de l'eau qui était sur les lieux, la superficie des champs qui étaient là,
on voit que le Burkina vraiment a une potentialité qu'il peut vraiment exploiter pour développer le pays. Le groupe de la Banque mondiale se dit disposé à apporter son appui à la concrétisation des initiatives d'investissement portées par le secteur privé. Au niveau du groupe de la Banque mondiale, la mobilisation est à 150%. Nous pouvons vous confirmer que nous resterons aux côtés du gouvernement tout au long du processus. C'est une importante étape. Ce qu'on fait ce matin, c'est de dire aux investisseurs, venez exprimer un intérêt et ensuite, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse pour que vous veniez investir à Bagré. Dans son message délivré par le ministre de l'Économie et des Finances, le Premier ministre a réaffirmé la disponibilité de son gouvernement à examiner favorablement les mesures pouvant permettre aux investisseurs de promouvoir leurs affaires à Bagré Pôle. Saisissant l'opportunité, il a rappelé aux partenaires techniques et financiers la possibilité pour eux de prendre toujours des places à Bagré Pôle. Hier, les potentiels investisseurs ont vu Bagré et explorer les terres sur lesquelles va se développer le projet Pôle de croissance, voir le terrain, les prérequis et se faire une idée de la portée des investissements à venir pour mieux penser leurs projets futurs. Aboubakar Sagnon était du voyage, voici son reportage. Bagré Pôle n'est plus une vue de l'esprit pour les investisseurs nationaux et étrangers. Cette visite leur a permis de découvrir une partie des 400 000 hectares aménagés sur les sites. Ici, on peut produire presque tout. Du maïs, du riz, en passant par des spéculations maraîchères, mais également des fruits tels que la papaye et la banane. En plus de l'agriculture, des zones pastorales destinées à l'élevage sont disponibles. Sous les pieds de l'unité de production d'aliments pour bétail, ils apprennent que l'usine a une capacité de production d'1 tonne par heure et qu'elle peut produire aussi des aliments pour volailles et pour poissons. Les visiteurs sont également passés par le centre d'élevage apicole capable de produire 120 tonnes de poissons par an. Autre infrastructure visitée, le barrage de Bagré. Avec ses 1,7 milliard de mètres cubes, le barrage et ses systèmes d'irrigation ont démontré que la disponibilité et la maîtrise de l'eau pour les activités de production et de transformation sont une garantie. L'énergie y est aussi disponible car le barrage peut produire 16 MW d'électricité. Des potentialités et des infrastructures qui ont charmé les investisseurs. C'est une visite ce matin qui nous a vraiment impressionnés, dans le sens où j'ai trouvé un site assez immense. Je ne m'attendais pas à voir une telle immensité d'espace aménageables, d'espace cultivables et également beaucoup d'eau. Parce que là, l'eau en agriculture et en élevage, c'est très important. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une maîtrise totale de l'eau. Et puis l'infrastructure d'électricité aussi, c'est quelque chose qui est très important quand on veut investir un peu plus loin dans la transformation. Nous sommes très intéressés. C'est un site qui a beaucoup de, un futur brillant devant lui avec beaucoup d'opportunités. Donc ce que nous venons faire maintenant, c'est voir un peu comment on peut aller de l'avant. Nous sommes ici pour étudier la possibilité de faire une ferme modèle et un centre de formation pour que les agriculteurs puissent être formés aux meilleures techniques agricoles. Nous sommes 40 000 en Italie. C'est la forte représentance en Italie des Burkinabés là-bas. Donc ils sont prêts, que ce soit l'élevage, que ce soit au niveau de la culture maraîchère. Et donc dès que nous on rentre, on va rendre compte de ce qu'on a vu et ils sont prêts à participer. Le village de Bagré est aussi un site touristique. À cet effet, les visiteurs du jour se sont rendus au centre écotouristique de Bagré, construit sur les berges du barrage. Une infrastructure d'hébergement à la hauteur des ambitions du projet. Le programme spécial de création d'emplois pour les femmes et les jeunes va bientôt entrer dans sa phase opérationnelle. Comment va se dérouler cette opération? Qui seront les premiers bénéficiaires et quels seront les critères de sélection? Le ministre des Ressources animales apporte des points d'éclairage. Propos recueillis par Adama Koulibaly. Nous comptons finir cette phase de sélection d'ici la fin de ce mois, de septembre. Par la suite, ils recevront, tous les bénéficiaires, donc, une formation sur les techniques, une formation en entrepreneuriat agricole, puis à compter du mois de novembre et décembre, nous comptons donc
procéder à la remise des kits qui consiste simplement à leur construire 2 poulaillers et à les équiper de tout ce qui est nécessaire, non seulement les animaux, mais aussi tout l'équipement requis pour l'alimentation, pour les soins, avec l'accompagnement technique de nos services et du privé pour que cet élevage puisse permettre de générer, comme nous le prévoyons, en moyenne 40 000 à 50 000 francs de bénéfices par mois à chaque bénéficiaire. Mais au regard des expériences passées, ce que nous disons, il faut que la volonté soit marquée, la volonté du bénéficiaire. Dans une commune, tout le monde se connaît presque. Et il y a aussi au niveau des critères des prérequis. Nous avons des gens qui ont été déjà formés en aviculture et qui n'attendent que des opportunités pour se mettre en activité. Nous avons également des gens qui ont été alphabétisés. Ça, c'est un critère fondamental sur lequel nous insistons. Il faut que celui qui va bénéficier de ce programme puisse effectivement en faire une entreprise d'élevage. Cela suppose un minimum de maîtrise de la tenue, donc, j'allais dire, d'un compte d'exploitation. À la limite, il faut savoir lire et écrire pour pouvoir donc lire les fiches techniques, pour pouvoir tenir un minimum de compte, etc., etc. Des travaux de recherche montrent que des rats nourris au maïs OGM meurent plus jeunes et développent facilement des cancers. Une étude de chercheurs français qui relance la polémique sur les organismes génétiquement modifiés. Quelle réaction suscitent ces conclusions au Burkina, qui est impliqué dans la culture des OGM? La réponse du gouvernement. Chaque résultat scientifique doit être placé dans son contexte. C'est en cela qu'il est difficile souvent d'en tirer tout de suite des conséquences ou d'en tirer tout de suite des dispositions à prendre. Je pense que pour le chercheur burkinabé, pour le monde agricole burkinabé, c'est une information qu'il faut savoir. Maintenant, le contexte, comme je l'ai dit, en matière de santé animale, en matière de santé humaine, les passerelles qui existent, il faut pouvoir donc réadapter cette étude-là, sinon mener d'autres études pour pouvoir vérifier concrètement quelles peuvent être les implications sur l'homme, quelles peuvent être les implications sur d'autres animaux. Mais il reste entendu que cela peut commander, bien sûr, que l'on revise certaines dispositions réglementaires pour simplement dire est-ce qu'on faisait des études sur des termes suffisants pour détecter des effets ou pas, ou est-ce que les conditions dans lesquelles ces études ont été menées, est-ce que si on répète ces études ailleurs ou avec d'autres produits, est-ce qu'on obtiendrait les mêmes résultats? Il faut plutôt voir qu'est-ce qui a causé l'effet nocif de cet événement génétique qui a été mis donc dans cette variété de maïs. Est-ce que toutes les autres variétés auraient causé les mêmes effets? Je vais simplement dire que c'est une information utile que nous prenons, mais c'est une information qu'il faut pouvoir utiliser et l'évaluer au cas par cas des événements génétiques qui existent et pouvoir donc tirer les meilleures conclusions dans l'utilisation de cette technologie. Lors du point de presse du gouvernement de ce jour, des précisions ont été données sur la démission de l'ambassadeur du Burkina en France, le professeur Joseph Paré. Un autre ambassadeur serait également dans la même situation. Qu'en est-il exactement? Le ministre de la Communication répond. Oui, il est avéré que l'ambassadeur Paré à Paris a déposé une lettre de démission. Première chose. Deuxième chose, le dépôt d'une lettre de démission ne signifie pas que l'ambassadeur Paré est coupable de quoi que ce soit. Sa culpabilité, c'est la justice qui va l'établir. C'est pour vous dire simplement que chaque étape a sa valeur, a sa portée, et qu'il ne faut pas qu'on fasse des amalgames. Oui, et le ministre des Affaires étrangères l'a dit, la démission relève de chaque individu.
vous êtes à une situation de responsabilité et vous demandez à être dessaisi, vous déposez votre démission. Il a posé un acte dans ce sens. Deuxièmement, vous parlez de l'autre ambassadeur. Je ne peux rien vous confirmer parce que je n'ai pas d'autres informations en la matière. Mais une chose est sûre, le Premier ministre a demandé à l'autorité supérieure de contrôle de l'État de lui fournir dans un délai de 10 jours la liste des personnes identifiées dans tous les rapports comme responsables de fautes lourdes. Dans le rapport de l'autorité supérieure du contrôle d'État, des sociétés sont incriminées. Dans une telle situation, quelles sanctions peuvent-elles encourir? Les précisions viennent toujours de Alain-Edouard Traoré, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Concernant les sociétés en question, la réflexion est en train d'être menée parce qu'on est dans un état de droit. Et ça, je le répète à tout moment. Qu'est-ce qui caractérise l'état de droit? C'est la primauté du droit. Ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose, on condamne, on sanctionne en vertu d'un droit qui existe, d'une loi. Et quand cette loi n'existe pas, quand quelque chose n'est pas prévu en la matière, il faut trouver des solutions où il faut envisager de nouvelles dispositions, de nouvelles lois, etc. C'est pourquoi un état de droit n'est jamais accompli et que chaque jour, c'est pourquoi il y a des assemblées nationales pour pouvoir voter de nouvelles lois, pour régler de nouvelles situations, etc. Nous sommes en train de vouloir trouver des solutions à cette pléthore de sociétés qui exécutent mal les marchés publics, qui font du mauvais travail ou qui, en fait, sont des acteurs aussi de la corruption dans notre pays. Et ça, c'est aussi un élément d'engagement. Les députés du groupe CDP préparent la rentrée du Parlement pour sa session budgétaire. Dans la perspective du grand débat sur la loi de finances exercice 2013, les élus de la majorité auront des entretiens avec le ministre de l'économie et des finances sur des questions liées aux choix budgétaires proposés cette année. Ils s'entretiendront également avec le président de l'Assemblée nationale, M. Roch-Marc Christian Kaboré. Il faut savoir que les présentes journées parlementaires sont les dernières de la 4e législature, une rencontre qui prend des formes d'adieu. Le thème est en cela assez révélateur. Il pose la question de la nécessaire solidarité entre anciens députés et députés en exercice. Reportage Kwame Bama et Sylvain Vivamba. Le groupe parlementaire CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, est des 4 groupes constitués à l'Assemblée nationale. Au cours de la législature qui s'achève, celui qui aura marqué, à en croire son premier responsable, le Parlement burkinabé en quantité, 73 députés sur 111, et en qualité. Au niveau de notre groupe parlementaire, le bilan était globalement positif. Il était positif au plan du travail que les députés du groupe ont eu à effectuer au niveau de l'hémicycle, c'est-à-dire le travail de contrôle de l'action parlementaire, le travail de législation et le travail d'information. Et je pense que si vous consultez les documents de l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte que beaucoup de nos députés, les députés du groupe CDP, ont été rapporteurs pour la plupart des lois. Alors, au plan des circonscriptions, au niveau des circonscriptions, là également, nos députés ont été actifs malgré la modicité de leurs moyens. Dans la perspective du renouvellement des membres de la représentation nationale, avec les élections couplées législatives et municipales à venir, les députés du parti ont opté de consacrer les travaux de ces 2e journées parlementaires de l'année 2012 sur la solidarité entre anciens députés et députés en exercice. Une initiative que salue le secrétaire exécutif national du CDP. Tous les parlementaires, tous les députés de la mandature qui s'achève ne seront pas tous encore à l'Assemblée. Donc, mais ils ont acquis des expériences, ils ont acquis des connaissances, ils ont été utiles pour notre pays et ils doivent continuer à mettre donc ce qu'ils ont pu apporter
au service de ce pays. Au cours de ces 2 jours de travaux, les élus nationaux auront en outre à échanger avec le président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'économie et des finances sur le budget 2013 qui sera voté au cours de la dernière session de la législature qui s'ouvre le 26 septembre prochain. À l'Assemblée nationale, les questions d'eau et d'assainissement étaient à l'ordre du jour au cours des audiences accordées par le président du Parlement burkinabé. Une délégation de l'ONG WaterAid et le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger ont tour à tour été reçus pour parler de leurs projets et programmes et exprimer tout le soutien qu'ils attendent de la représentation nationale. Le secrétaire exécutif de l'ABN, l'autorité du bassin du Niger, séjourne au Burkina dans le cadre de la tenue de 2 rencontres, dont l'atelier de validation du plan stratégique de son organisation à l'horizon 2013-2022. Les échanges avec le président de l'Assemblée nationale se sont naturellement focalisés sur ces rencontres et sur le soutien que l'ABN attend du Parlement pour la mise en œuvre de ses projets et programmes. Burkina Faso, as you know, is a very strong member of the Niger Basin Authority. Le Burkina Faso, c'est un pays vraiment important, un pays stratégique, et l'Assemblée nationale est vraiment une institution forte qui représente le peuple de Burkina Faso. Nous avons eu de très bonnes discussions avec lui et nous avons reçu également ses conseils sur la base desquels nous allons travailler pour pouvoir améliorer beaucoup de choses. Auparavant, le chef du Parlement s'est entretenu avec une délégation de l'ONG WaterAid, une organisation spécialisée dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, dont des membres du conseil d'administration d'Australie. Certains éléments qui ont été abordés au cours de cette rencontre incluent l'allocation budgétaire pour améliorer donc le secteur de l'eau et l'assainissement, les procédures qui doivent être mises en place pour pouvoir aussi améliorer ce secteur-là, mais aussi comment est-ce que l'Assemblée pourra, puisqu'ils sont à la fin de leur mandat, ils ont pris l'engagement de pouvoir relayer ces engagements qui ont été pris à l'échelle de l'Assemblée nationale à ceux qui vont venir les remplacer. Les représentants de WaterAid ont également fait cas de l'étude commanditée en partenariat avec l'Assemblée nationale portant sur l'évaluation du niveau de prise en charge des questions d'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement. Ce que nous espérons, c'est que, au-delà de cette étude qui a été faite, c'est qu'il y aura un plan concret qui aidera aussi bien Code que les autres acteurs à appuyer le Parlement pour aller de l'avant pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et l'hygiène pour chaque Burkinabé. La directrice régionale poursuivra en annonçant que l'atelier de restitution de l'étude se tiendra le 25 septembre prochain à Ouagadougou. L'autorité du bassin du Niger qui tient à Ouagadougou une session de son comité régional de pilotage des projets et programmes. Cette instance de concertation devra examiner une dizaine de dossiers relatifs à la gestion des ressources naturelles, le renforcement des capacités de l'ABN ou encore la lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger. Le reportage est de Adama Koulibaly. Au 3e jour de la rencontre des experts et partenaires de l'autorité du bassin du Niger, le comité régional de pilotage des projets et programmes est à l'honneur. Il va s'agir pour cette instance d'apprécier l'évolution des différents projets et programmes mis en œuvre dans le cadre du développement du bassin du Niger. La lutte contre l'ensablement du bassin du Niger, l'assistance à la gestion des eaux souterraines, le développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes sont autant de projets soumis à examen. C'est la deuxième conférence du genre que nous tenons au Burkina Faso en une semaine. Donc le comité d'évaluation a pour rôle d'évaluer ce qui a été fait et c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler pour améliorer certaines choses. Le comité va donner des directives, n'est-ce pas, à l'ABN et aussi les attentes de cette réunion, ce sont les contributions, n'est-ce pas, pour améliorer le travail qui a été fait et voir les faiblesses et les forces de l'institution afin de travailler pour aller de l'avant. Depuis 2008, les usagers du bassin du Niger sont associés aux différentes rencontres. Au Burkina, 5 régions sont couvertes par le bassin du Niger, dont le Sahel, qui a pu bénéficier des retombées du programme de lutte contre l'ensablement du bassin du Niger. Je crois qu'on a eu un double impact au niveau des résultats de ce projet-là. Non seulement un impact dans la protection et la restauration des ressources naturelles, mais il y a aussi un deuxième impact qui a permis quand même de créer un tissu économique au niveau des ménages,
des populations à la base. En tout, plus de 125 milliards de francs CFA sont mobilisés pour les 45 actions à mener au niveau de l'ABN, dont 22% pour le Burkina Faso, soit 28 milliards de francs CFA. Des militaires américains ophtalmologistes séjournent depuis le 28 août dernier à la clinique du camp Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Ils ont opéré 200 personnes souffrant de la cataracte. Cette intervention entre dans le cadre de la coopération médicale qui existe entre les armées américaines et burkinabè. Le reportage de Ahadi Sandamba. Avec 85 millions de personnes aveugles à travers le monde à cause de la cataracte, cette maladie constitue la première cause de cécité. Et au Burkina Faso, il n'y a pas de statistiques pour l'instant concernant la cataracte. Mais une chose est sûre, beaucoup de personnes, surtout du 3e âge, en sont victimes. C'est donc dans le souci de permettre à ces citoyens de recouvrer la vue qu'une composante médicale de l'armée américaine séjourne à la clinique ophtalmologique du camp Ouézin Koulibaly depuis le 28 août dernier. Un séjour qui a permis à des centaines de personnes d'avoir une nouvelle vie. Ce mal que j'avais là, c'était un handicap pour moi. Je ne voyais pas beaucoup clair. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais. J'ai eu l'opération le 14. Le 14 et le 15 déjà, j'étais très content. Je voyais déjà clair. En une semaine de travail, ce sont 215 personnes opérées avec succès, un spécialiste burkinabé dans le domaine formé et des liens d'amitié bien consolidés. Ils ont amené ici la technique de l'extraction de la cataracte sans suture, ce qui est aujourd'hui une très bonne technique et qui est beaucoup moins chère et puis bon, avec des résultats formidables. Vraiment, ils se rappelleront toujours de la très bonne collaboration qu'ils ont eue avec le colonel Diallo et son équipe. Ils sont venus pour deux choses en réalité. Ils sont venus d'abord pour prendre en charge les cataractes, c'est-à-dire les opérer, une action curative, et aussi une action de formation sur une nouvelle technique, donc la chirurgie de la cataracte sans suture. La phaco alternative a l'avantage d'utiliser des outils que nous possédons déjà, avec des consommables qu'on peut trouver sur place également, et donc ça coûte moins cher et ça permet, sur le plan scientifique, d'avoir des résultats comparables à la phaco-émulsification. Du côté des premières autorités de l'armée burkinabé, c'est aussi la satisfaction totale. C'est la preuve que nos relations sont très dynamiques. Et ce que j'ai vu ce matin est très impressionnant. Et je suis très heureux pour tous les patients qui ont pu recouvrer la vue avec ces différentes opérations qui sont menées. Et c'est une bonne chose pour nous. Donc nous allons donner suite justement à ces premiers formateurs. Je pense que nous allons pouvoir continuer cette politique de formation au sein de nos armées. En rappel, cette campagne d'opération gratuite de cataracte est la 3e du genre dans la coopération médicale entre les deux armées. Les deux premières se sont déroulées à Ouagadougou en 2009 et en 2010. Le rôle et la place de l'audiovisuel dans la prévention des risques professionnels. Le CIAPRO va ouvrir le débat et les échanges sur la question. Le CIAPRO, c'est le symposium sur l'audiovisuel et la prévention des risques professionnels. C'est une manifestation spécialisée de l'Interafricain de la prévention des risques professionnels, une rencontre régionale qui se tient à Ouagadougou tous les 3 ans. La 7e édition se tient du 25 au 28 septembre 2012 et les organisateurs sont à pied d'œuvre pour réussir l'événement. Le reportage est signé de Nicolas Zigani. Dans sa déclaration liminaire, la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a situé l'importance pour les institutions de prévoyance sociale, les spécialistes en sécurité et santé au travail, les spécialistes de l'audiovisuel et de la communication d'organiser un tel symposium. Elle s'est ensuite apaisantie sur les mesures de prudence mises en place par les États pour prévenir les risques professionnels. Au niveau de l'Interafricain de prévention des risques professionnels, nous nous sommes dit qu'il faut créer d'autres organes relais qui vont mener des activités de renforcement de capacité ou d'atteinte de notre objectif principal qui est de communiquer et de réduire les risques professionnels au niveau de nos États et au niveau de l'Afrique. Communicateur traditionnel et vulgarisation des concepts de prévention des risques professionnels en Afrique. Au regard de ces thèmes, il est prévu diverses communications, des ateliers, des concertations et réunions constitutives des associations intervenant dans la prévention des risques professionnels. Nous avons dans notre politique de sécurité sociale d'étendre
notre sécurité sociale à tous les acteurs qui travaillent au Burkina Faso. Sans tenir compte seulement de ceux qui sont dans le système formel, nous avons touché les travailleurs du secteur indépendant des professions libérales, du secteur informel et du monde agro-silvo-pastoral. Et comme je l'ai relevé, la plupart de ces acteurs, en dehors des professions libérales et même, ont beaucoup d'analphabètes en leur sein. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, prévu du 25 au 28 avril, il est attendu environ 300 participants de 24 pays d'Afrique francophone et d'Europe. Un incident malheureux s'est produit ce midi à la Sofitex. Un ancien agent qui ne jurait pas de toutes ses facultés mentales aurait été battu et blessé grièvement par un agent de sécurité de la société burkinabé des fibres textiles. Et pour cause, il aurait cassé les pare-brises de plusieurs véhicules. Le blessé a été admis au bloc opératoire de l'hôpital Soro-Sanou. L'accident a provoqué la colère de la population riveraine qui demande des explications. Reportage Adissa Lucienne Toé. Un jeudi peu ordinaire pour la Sofitex. Nous sommes ici devant le siège de la Société des fibres textiles. Il est environ 12h30 et cet attroupement n'a pas un caractère festif. Pour cause, Traoré Ibrahim, un ancien agent de la Sofitex qui ne jurait pas de toutes ses facultés mentales, aurait été battu par un agent de la sécurité. Il serait dans un état critique. Selon un témoin, Traoré Ibrahim, dans un élan de colère, aurait cassé les pare-brises de plusieurs véhicules stationnés, d'où la réaction de l'agent de sécurité. Informée, la brigade anticriminalité s'est déportée sur les lieux pour contenir la colère des riverains. Les véhicules cassés ont été conduits à la police. Notre équipe s'est rendue à l'hôpital Soro-Sanou où le blessé a été transporté par les sapeurs-pompiers. Au bloc opératoire où est admis ce dernier, aucun médecin n'a voulu s'exprimer pour donner des informations sur l'état du malade. Que ce soit les responsables de la Sofitex ou le commissaire de la brigade anticriminalité, personne n'a voulu répondre à nos questions. Et pourtant, les riverains mécontents réclament des explications. Affaire à suivre donc. Le site de Lango est devenu plus accessible depuis 2010 avec le bitumage du tronçon Zignaré-Lango-Boutenga. Le site du symposium reçoit encore plus de visiteurs. Le label Lango, qui est la marque déposée du Burkina à l'international, n'est plus qu'à une trentaine de minutes de la capitale. Le constat avec Franck Soubega et Marguerite Douagneau. Lango, encore plus accessible depuis 2 ans. Le site touristique de sculpture sur granit n'aura jamais été aussi proche de Ouagadougou et cela grâce à ce nouveau goudron. Le tronçon Boutenga-Zignaré ainsi bitumé, c'est une aubaine pour ce site touristique et culturel dont on peut dire sans risque de se tromper qu'il est l'un des plus visités au Burkina. Le site est désormais à peine 30 minutes de route de la capitale. Le label Lango, qui est la marque déposée du Faso, attire chaque jour des visiteurs nationaux ou étrangers. J'ai observé de très belles sculptures, c'est vraiment beau, et particulièrement celui qui symbolise les différentes cultures africaines. Et je n'ai pas eu suffisamment de temps aujourd'hui pour tout voir, et j'espère que la prochaine fois j'aurai le temps de visiter tout le parc, parce que c'est exceptionnel ce parc. C'est un vrai travail d'artiste qui a été fourni ici. Le concept de musée à ciel ouvert fascine et impressionne par son originalité et comme André, les visiteurs qui résistent difficilement à l'envie de revenir à Lango n'auront plus aucune difficulté à le faire. Car si l'on en croit à notre touriste du jour, visiter ce site est un voyage pour se ressourcer et communier avec la nature. Et c'est vrai que la route ainsi bitumée, le site reçoit encore plus de visiteurs. C'était en décembre 2010 voilà, qu'on a pu avoir ce goudron-là. Et aujourd'hui, ça nous facilite en tout cas au site. Voilà, donc on reçoit en tout cas beaucoup de visiteurs. Voilà. Même si on recevait plusieurs visiteurs, mais avec ce goudron, on reçoit encore plus de visiteurs. Le village opéra de Lango, un autre rêve d'un autre artiste passionné devenu réalité au Burkina Faso et qui offre aux touristes un double motif de visite. Les travaux de construction de ce complexe culturel et artistique se poursuivent et les premiers élèves ont commencé les cours depuis la rentrée scolaire 2011-2012.
Pour ceux qui hésitaient à visiter ce haut lieu de la culture et du tourisme, Lango réserve toujours une surprise. Après un moment d'absence, Mandoué revient sur la scène musicale burkinabé avec son nouvel album Dari, un album de 15 titres chantés en français, en anglais, en langue locale tchadienne et amoré. Il ira à la rencontre de ses fans de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans le cadre de 2 concerts. C'est un Mandoué généreux qui revient avec le projet de construire le mur d'une école de Tampouye. Reportage Évariste Kombari. Et revoilà Mandoué sur scène au Burkina Faso, avec son tout nouvel album solo intitulé Dari. C'est la première sortie du musicien après la rupture du groupe Yélène. Ce nouvel album, c'est que des remises en cause seulement en fait. Même si je parle par Amlayan, je ne suis qu'un lion qui se remet tellement en question, qui sait qu'il vit dans un environnement et qui reste juste que le fou de la société. Tu essaies juste de peindre un peu ce qui se passe autour de toi. Face à la presse, Mandoué lève le voile sur sa nouvelle galette. Un album de 15 titres qui danse sur l'afro-pop. La sortie de cet opus sera accompagnée par une série de concerts à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Nous, on va essayer de proposer un plateau de rêve. Et puis maintenant, ceux qui vont effectuer le déplacement, qu'ils viennent non seulement pour faire la fête avec nous. 50% des recettes du concert de Ouagadougou seront affectés à la construction du mur de l'école de Sangré à Tampouye. Un vieux projet qui a l'appui du parrain Pascal Yembouani Tombiano. Celui qui peut nous amener du fer, il nous amène du fer. Celui qui peut nous donner des planches, on est preneur. Celui qui peut nous amener des agrégats, ok. Bien sûr, il y a la question du ciment, on parle de tonnes, quelques tonnes de ciment. Il faut beaucoup de ciment pour construire ce mur. Et donc, je lance véritablement un appel à toutes les bonnes volontés pour nous appuyer afin que ce projet aboutisse. Le souhait des élèves et des riverains de l'école Sangré de Tampouye est de voir le mur sortir de terre. Mais avant, il faudra faire le déplacement au concert de Bobo-Dioulasso prévu pour les 21 et 22 septembre à l'Institut français et au concert de Ouagadougou prévu pour le 29 septembre à la Maison du Peuple. Côté sport, enfin, une récompense pour le meilleur footballeur de l'année au Burkina Faso. Ce sera le trophée Étalon d'or qui viendra couronner les performances du meilleur étalon en club, mais surtout en équipe nationale. Le projet qui est en bonne voie a été présenté à la presse ce mercredi 19 septembre. Jérôme Tiendrebigo, reportage. Le football est un sport collectif, mais ce trophée, lui, est bien individuel. L'Étalon d'or, un événement footballistique qui se veut annuel avec une double vision. Inciter les joueurs à améliorer leurs performances, surtout en équipe nationale, et créer une union sacrée autour des étalons. En discutant avec les footballeurs, être élu comme le meilleur footballeur d'un pays, c'est tout. Je pense qu'après vouloir valoriser ça, dire que ça vaut, je pense que ça vaut tout l'or du monde pour celui qui l'a. Pour désigner ce meilleur joueur des étalons, un jury de 9 personnes représentant des institutions a été mis en place. 11 candidats potentiels ont été présélectionnés sur la base de critères bien définis. Le rayonnement collectif du joueur, le rayonnement individuel et le fair play. Ça, c'est des conditions qui sont objectifs que nous allons en tout cas être rigoureux là-dessus. On est au moins patriote et donc on tient compte, on met beaucoup d'accent sur son rayonnement au niveau de l'équipe nationale. S'il joue bien dans son club et qu'il vient en équipe nationale et lève le pied, nous aussi on va lever des points. Pour le reste, le vote du public compte pour 60% et permettra de désigner 4 meilleurs, puis 2, et enfin celui qui repartira avec ce prestigieux trophée le 22 décembre prochain. Il faut donc encore prouver, et cela passe sans doute aussi par le match retour du 13 octobre prochain face à la Centrafrique, dernier virage pour la qualification à la CAN 2013. Jean-Christophe Sanou, ci-devant, secrétaire général adjoint de la Ligue de football des Hauts-Bassins, a rejoint le repos éternel au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso, victime d'un accident de la circulation lundi dernier près de Boromo. Il a été inhumé ce mardi à Bobo-Dioulasso en présence de parents, amis et collègues. Le reportage de Yaya Dembo Tamboura.
Levée du corps au centre hospitalier universitaire sous Rossano de Bobo Dioulasso et messe à l'église de Tounouma pour le repos de l'âme du défunt. Ce sont les derniers hommages que parents, amis et collègues ont tenu à rendre au secrétaire général adjoint de la Ligue des Hauts-Bassins de football, Jean-Christophe Sanou, victime d'un accident de la circulation lundi dernier à quelques encablures de Boromo. C'est désormais ici, au cimetière municipal de Bobo Dioulasso, que repose Jean-Christophe Sanou, affectueusement appelé par les intimes d'Arfour pour avoir y séjourné récemment dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Jean-Christophe Sanou, c'est quelqu'un qui a incarné des valeurs et des qualités humaines, et l'évocation de ces valeurs doit faire une impression ineffaçable dans l'esprit de chacun de nous. Et ce garçon a donné tout son cœur, toute sa vie pour le bien du sport dans notre région, et c'est vraiment une perte incommensurable. Moi, je le connais en tant que joueur lorsqu'il jouait dans l'Isran. Et aussi, après, il a encadré le Racing et puis l'Isran. C'est un garçon qui était très sympa. Adjudant-chef de gendarmerie admis à la retraite, Jean-Christophe Sanou a évolué comme footballeur à l'Isfran avant de se reconvertir dans l'encadrement technique. On retient de Jean-Christophe un bon joueur sur le terrain, battant, et un bon animateur dans le cadre du sport. Vraiment, nous regrettons quand même la fin brusque comme ça dans sa carrière. En tout cas, toute la famille sportive est vraiment affectée par cette disparition. À l'âge de 57 ans, celui que l'on pleure aujourd'hui